Moi, je pensais que vous alliez me vendre l'épopée londonienne. Ah non, J'avais non, déjà non, la non. musique des Beatles dans la tête. Pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je suis arrivé au milieu de la campagne anglaise et novembre 97. Et le manager qui est venu me chercher, il était en retard. J'ai dit, s'il n'y arrive pas, quand le train part dans le 130. Ah ouais. Il est arrivé. il est arrivé. Et il m'a emmené. Il parlait français, donc c'était super parce que je parlais pas un mot d'anglais. Et on a commencé à bosser comme ça. Et c'est quoi la cuisine que vous délivrez à ce moment-là ou qu'on vous demande de délivrer? Non, on m'a rien demandé. Moi, j'étais en tant que sous-chef. Donc, je faisais la cuisine du chef de cuisine qui était là. C'était une cuisine anglaise où voilà. On faisait éventail de melon au mois de décembre avec des framboises dessus. C'était un jus d'orange en entrée. C'était vraiment le typique country house hotel avec les side veg à côté, les légumes de côté, les légumes bouillis de côté. C'était vraiment un truc. J'ai dit, wow, ok, je suis là pour l'anglais. Tu vas rester 5-6 mois et après tu te casses. Et le chef devait partir et les propriétaires, un couple est vraiment, vraiment exceptionnel, m'a dit Claude, par rapport à ton CV, parce qu'il avait vu mon CV, par rapport à ton CV, est-ce que tu peux nous faire un menu pour voir ce que tu sais faire? Mais il m'avait pas dit que le chef partait encore. J'ai dit ok. Et le chef était de congé, je leur ai fait le menu. Il y a quoi dans ce menu? Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous faites? Oh, je me rappelle, il y avait un pigeon au navet et vanille, il y avait une raviole de légumes au basilic, il y avait un foie gras que j'avais travaillé aux pommes et réglisse. Donc, vous savez, quand vous avez 20 ans, vous avez des influences que vous prenez des maisons où vous avez travaillé. Le foie gras réglisse, c'est quelque chose qu'on faisait à l'arpège. C'était vraiment... mais je pouvais le cuisiner, comment? C'était pas... Donc, j'ai fait des plats comme ça. Et puis, ça a plu aux propriétaires. Et ils m'ont dit, voilà, le chef de cuisine s'en va. Est-ce que tu veux prendre la place? Et je me suis dit, chef de cuisine, il n'y a personne qui va m'emmerder, là. J'ai dit, oui, sans problème. Et j'ai pris les cuisines au mois de février, mi-février. Et après, on faisait des plats où c'était une cuisine française, sans side veg, sans légumes de côté, sans rien. C'était vraiment tout dans l'assiette. Et j'ai fait... Super, ils vous donnent votre... Ah oui, mais le business tombait. Hein. Les gens, les locaux n'aimaient pas, ça allait pas. Et je me rappelle m'asseoir dans le restaurant avec eux et j'ai dit, si vous voulez repartir sur vos légumes de côté, on le fait, c'est pas un souci. Il me dit, non, on a décidé de faire ça, on le fait. Balèze. Ah ouais, énorme. Donc j'ai commencé au mois de février et au mois de janvier, je pars à Miami avec mon frère. On était en vacances, je reçois un coup d'appel du propriétaire, mais Claude, on a reçu une étoile au Michelin. Je dis quoi? Je dis oui, on a une étoile au Michelin. Il y a les journalistes dehors, un truc de fou furieux. Ah, j'ai dit waouh, ok, je rentre bientôt. J'ai dit putain, j'ai une étoile, super. 97, j'avais 25 ans. Une étoile dans cet endroit où c'était inattendu, où il y avait personne, où les gens autour se disent mais qu'est-ce qu'il nous fait? Ouais, Ah ouais. Il y a un avant et un après, j'imagine. Quand vous avez une étoile, il se passe un truc après. Le business change. On se dit finalement, le petit français. Ah ouais. Non mais un truc à raconter. Vous savez quoi? Sans ce trust, des gens pour qui je travaillais, on n'aurait jamais pu le faire. Il y aurait beaucoup d'endroits. Ils ont eu confiance. Ils vous ont dit, ils ont vu le potentiel et ils se sont dit non. Et sans eux, je serais pas où je suis maintenant. Ils doivent se dire la même chose aussi. Ouais, c'est possible. Mais ils ont vendu, puis ils ont bougé complètement. Bien sûr. Mais c'était une famille. C'était une famille ils ont eu confiance. Pareil, je bossais. Donc, à un moment où vous bossez dur, ils savent que. Puis j'ai toujours travaillé dans l'esprit. C'est comme si c'était mon restaurant. J'ai jamais fait ça. C'est pas moi qui paye ou quoi que ce soit. Ça a toujours été dans l'esprit. Ça peut être si on fait pas comme il faut, il y a plus d'argent, ils peuvent plus nous payer, on n'a plus de boulot. Donc voilà, donc c'était vraiment très simple. Donc j'ai toujours travaillé dans cette idée. Et vous rentrez, donc vous avez cette étoile, et il y a des gens, des interviews avec la presse anglaise. Je parlais pas un mot de français, pas un mot d'anglais, mais c'était une catastrophe. Well. Mais on était dans un endroit à Ladlow où il y avait de plus d'étoilés en Angleterre, en dehors de Londres. Ah, drôle. Donc, on était 3 restaurants avec une étoile Michelin dans une ville de 5000 habitants, 6000 habitants. Donc, pas mal, dis donc. Donc, le Michelin avait fait une histoire en faisant comme ça, et ça avait créé ce buzz à propos de la ville. Donc, on a bossé super bien. Attendez, il faut que vous me racontiez un truc quand même, parce qu'on en parle et c'est une référence depuis tout à l'heure. Mais quand une étoile vous tombe dessus, et en plus là, vous ne vous y attendiez pas du tout, vos parents,
mes parents étaient fiers, bien sûr. Ah, c'était quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes ému. Ouais, tout à fait, ouais. C'est quelque chose d'extraordinaire. Quand on dit à ses parents qui n'ont pas vu venir, je viens d'avoir une étoile. Ah ouais, non, c'est vraiment quelque chose de spécial. Pour les Français, Michelin est tellement important que, ouais, c'est d'arriver d'une cuisine de bistrot, ouais, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mes parents étaient très fiers. Alors après, du coup, comment ça s'écrit? Donc, il décide de vendre, et je me suis dit, j'ai eu la chance une fois, je sais pas si je vais avoir la chance une deuxième fois. Et un coup de bluff, j'étais avec une fille, je lui ai dit, je veux voir mon restaurant. Comme ça. Je vais essayer de trouver mon restaurant. Et j'ai un ami qui avait un restaurant dans le même village où j'étais, et qui me dit, Claude, j'ai appris que tu veux acheter un restaurant. Si j'ai pas l'étoile au mois de janvier, je te vends mon restaurant. Dans ce petit village? Dans le même village. Dans tous l'ambition, c'est le village des étoiles. ouais. Il me dit, si j'ai pas une étoile à la fin de l'année, je te vends mon restaurant, ça t'intéresse? Je lui dis, mais tu veux le vendre? Mais il était magnifique. C'était un vieux coach house qui était vraiment, vraiment magnifique. Je dis, waouh, ok. Mais je lui dis, t'en veux combien? Il me dit 40 000 livres. Bon, 40 000 livres en 99, ça n'a pas l'air d'être beaucoup d'argent, mais quand vous avez rien, c'est énormément. Hein. Ouais. C'est énorme. Je lui dis, ok. Donc, il n'a pas eu l'étoile. Il m'appelle, Michelin sur le 26 janvier. Le 27, il m'appelle. Il me dit, Claude, t'es toujours intéressé? Je dis, oui. Je lui dis, écoute, j'ai pas d'argent. Je vais voir ce que je peux faire et puis et je le prends. Je vais voir une banque. Elle me dit, vous avez quoi? Je dis, j'ai pas grand-chose. Elle me dit, je vous donne la même chose. Je lui dis 60% de ce que vous avez parce que on vous connaît par rapport à la ville, on sait ce que vous avez fait, mais on vous donne 60% de ce que vous mettez sur le compte. Moi, j'ai rien, donc elle me dit, voilà. Une fois, deux fois. La troisième fois, avant que j'aille voir la banque, je vais voir ma banque personnelle. Et je dis à ma banque, par rapport à mon salaire, qu'est-ce que je peux avoir en tant que loan privé, en tant que crédit privé? Ils me disent, vous avez le droit à 15 000 livres. Il me dit, c'est pour quoi faire? Je dis, je veux acheter une voiture. Il me dit, sans problème. Je vais voir une autre banque. Et la banque me dit, OK, qu'est-ce que vous avez? Et je leur dis, j'ai 15 000 livres. Et il me dit, OK, faites-nous voir vos bank statements pour voir que vous n'avez pas de crédit ou quoi que ce soit. Et je leur fais voir mes bank statements, mes relevés bancaires. Il me dit, non, pas de problème, on vous donne 60% de 15 000. Je dis, super. Je retourne à ma banque, je dis, voilà, j'ai besoin de l'argent pour acheter ma voiture. Il me donne l'argent, je vais dans une autre banque, je le mets sur le compte et c'est comme ça que ça a commencé. Drôle. Et par rapport à ça, après, j'avais la moitié de ce qu'il fallait. Et mon pote, je lui dis, écoute, voilà, j'ai ça. Il me dit, écoute, je n'ouvre pas mon autre restaurant tout de suite. Garde tout. Garde les tables, garde les chaises, garde les assiettes, garde tout. Et puis, quand j'ouvre mon restaurant, j'en aurai besoin. Donc, on a ouvert, on a bossé tout de suite. Et chaque argent que je faisais, j'achetais l'argenterie, j'achetais les jupes pour les nappes, j'achetais les chaises. Et on a commencé comme ça. Donc, on a ouvert en mai 2000. On a eu la première étoile en janvier 2001. Et la deuxième étoile, 3 ans après. Vous n'êtes pas, je pense, blasé à ce moment-là, mais quand une étoile vous retombe dessus. Ah non, c'est plus de pression. Une deuxième fois. Et ouais, et puis là, c'est chez vous. Ah oui. C'est pas rien quand même. Beaucoup plus de pression. Ouais. Quand vous n'en avez pas, c'est bien. Oui. Mais quand vous en avez une, vous voulez la récupérer. Mais mon idée a toujours été, je veux 2 étoiles. Ok, mais là, vous en avez une. Mais ouais, j'en avais pas. J'ai ouvert Hibiscus, on en avait 0. pas. Une étoile qui tombe, plus une deuxième, très rapidement. Ouais. Coup sur coup. Ouais. Donc, il y a une confirmation quand même d'une année sur l'autre. Et puis là, vous êtes chez vous. Donc, j'imagine qu'il y a une attention, il y a des clients, il faut maintenir. Ouais. On bossait super bien. Des gens qui bossent bien, il y en a. Hein. Non. On était arrivé à construire une clientèle qui nous suit et qui me suit maintenant, qui est super. On avait les parents qui venaient me voir à l'Adlo. Leurs enfants viennent me voir maintenant à Londres. Et ils venaient avec c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et il n'y a que dans la restauration où il y a des choses comme ça. C'est vraiment extraordinaire. Et les gens viennent pour vous. Tout à fait. Et les gens viennent pour votre cuisine. Ouais. Et à ce moment-là, votre cuisine, vous en parliez souvent quand on démarre, on fait la cuisine des autres, de ceux qui nous ont influencés, de ceux qui nous ont appris. Souvent, les chefs disent et me disent, je cuisine avec les vestes des chefs qui m'ont appris les choses. Et petit à petit, je les enlève pour me retrouver moi-même. À ce moment-là, quand on a 2 étoiles, c'est que on commence à exister par soi. Forcément, le Michelin ne va pas consacrer par 2 étoiles une cuisine qui serait empruntée, qui ressemblerait à celle d'un autre. Non, c'est une cuisine d'auteur. Et donc, cette cuisine-là, la vôtre, elle ressemble à quoi à ce moment-là? C'est une cuisine qui prenait des risques par rapport au DNA que j'avais appris avec l'arpège.
Il n'y a pas de frontières. Donc, on va essayer. Ça va marcher, ça va pas marcher. Cette liberté. La liberté. Et c'est le DNA de ma cuisine. Elle se cristallise dans quoi? Des associations, Des associations, la saisonnalité, les associations, une grosse consistance, une grosse régularité. Mais c'était vraiment un mélange de goûts, des choses que je me rappelle avoir fait des goûts, je me dis, mais ça peut pas marcher, c'est des trucs qui vont pas marcher, mais des trucs où ça va marcher. Et vous repensez à des choses, là, Je pensais un jour, j'avais fait un sorte de pied de cochon aux crevettes et eau de rose, un truc de fou. Mais c'était dégueulasse. Mais voilà, mais c'est des risques que vous allez prendre. Et des fois, et quand vous êtes jeune, j'avais 29 ans quand j'avais eu ma 2e étoile. Donc, j'avais encore pas passé la trentaine. On était sur un point où, beaucoup de démonstrations, envie d'essayer, et des fois, vous prenez des claques, hein. Je veux dire, c'était, des fois, les clients vous disent, je paye pas pour calme-toi, ça. Ouais, voilà, calme-toi. Moi, je me rappelle une fois, le Michelin m'a assis avec moi, il m'a dit, Claude, respire, hein. Tu prends des gros risques ici, hein. Je me suis dit, la première année, on a eu la 2e étoile, j'ai dit, allez, on va tout casser. Et des associations, mais des trucs de fous furieux. Et le Michelin, mais l'autre, il m'a remis en place en 2 secondes. Il est venu me revoir le lendemain, il m'a dit, Monsieur Bozzi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai cru que j'avais perdu la 2e étoile. Ah oui. C'était à ce point-là, hein. Bon, après, non, c'était vraiment, ils allaient pas me la donner et me l'enlever tout de suite. Je veux dire, c'était pas aussi mauvais que ça, mais d'un point, vous dire, calme down, prends ton temps, t'es jeune, t'as le temps, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Prends ton temps, tu vas y arriver. Et voilà. Mais là, quand j'ai eu ma 2e étoile, vous mettez une pression que j'avais jamais sentie. Tous les plats que vous faites, tout ce que vous mettez sur table, c'est jamais bon. C'est jamais assez bon. Vous avez ce doute. Et je me rappellerai toujours appeler M. Passard un jour. Et je lui dis, chef, j'arrive pas à cuisiner. Il me dit, pourquoi? J'arrive pas à cuisiner. Tout ce que je fais, c'est pas bon. Il m'a dit, mais Claude, t'as eu la 2e étoile pour ce que tu faisais avant, pas pour ce que tu fais maintenant. Et ça m'a changé. Qu'est-ce que ça te dit? Qu'il faut se replier sur soi, se faire confiance? Ouais, tout à fait, ouais. Faut pas se forcer. La cuisine, il faut pas se forcer. Ça vient tout seul. Ouais, faut être authentique. Voilà. Qu'est-ce qui vous touche quand vous repensez à ce moment-là? Parce que vous êtes ému, c'est le fait de l'avoir eu au téléphone, qui vous est conseillé, c'est le fait de comprendre à ce moment-là que vous valez quelque chose? Ouais. C'est ça qui se joue. Ouais. Cet esprit de vous dire, putain, tu peux le faire. Ouais, je suis capable. Ouais. Parce qu'à la fin, tu l'as fait, on était 3 en cuisine, hein. Voilà, on travaillait sur des techniques, on cuisait des grosses pièces de viande, des choses que j'avais appris, que je voulais apprendre et ce qui marchait. On cuisait des turbos entiers ou des demi-turbos, on les filetait à la minute pour le mettre sur assiette. C'était vraiment, c'était un travail qu'on avait fait au départ, qui à la fin qui payait. Mais c'est marrant parce que ce jour-là, alors que vous avez quand même 2 étoiles, enfin, d'autres se seraient dit, ok, c'est bon. Vous, là, vous allez chercher, comment dire, une validation parce que vous doutez. Ah oui, tout à fait. Oui. Je doutais, je disais, mais j'arrive plus à cuisiner. Mais ouais. Je n'arrive plus à cuisiner. Tout ce que je fais, c'est pas bon. Mais c'était très bien, peut-être. Et je mettais une pression sur mes gars avec qui je travaillais, qui était ridicule. Et d'un coup, vous comprenez qu'il faut vous faire confiance. Ouais, et il m'a dit, mais Claude, mais t'as pas ce que t'as pour ce que t'as fait maintenant. T'as pour ce que t'as fait hier. Ouais, donc calm down. Fais ce que tu faisais hier et quand t'es content, construis tranquillement. Voilà. Juste relax, fais-toi plaisir. Donc vous allez continuer sur cette route jusqu'à ce que... Je vais voir un copain à Londres et je vois Londres dans Soho, c'était plein de monde. Je dis, je veux ça. Début des années 2000 2007. J'avais passé 10 ans à Ladlo, entre le premier hôtel et le restaurant. 10 ans à Ladlo. Et là, la scène food londonienne, elle commence à s'énerver beaucoup. Il commence à y avoir beaucoup d'adresses. Il y a des super belles tables. Il y avait des très, très belles tables. Il y a Gordon qui venait d'ouvrir son restaurant. Il y a des tables énormes. Et bien sûr, français, arrogants, qui arrivent à Londres. Je vais leur faire voir ce qu'on faisait à la campagne. Je vais tout casser. Et j'arrive et j'ai pris une grosse claque. Et attendez, vous arrivez quoi? Vous quittez... Je vends mon restaurant à Ladlo. Okay, ouais. Donc, je vends mon restaurant à Ladlo. Un de mes clients me dit, Claude, si tu veux partir à Londres, j'ai du monde qui te suit, qui peut te supporter financièrement. Et on te suit. J'ai dit, OK. Donc, on est parti comme ça. Je vends mon restaurant. Je mets de l'argent dans mon restaurant à Londres. On fait un partenariat. Et on ouvre le restaurant le jour où les Lehman Brothers
se sont cassés la gueule à New York. Et je me rappellerai toujours, un de mes investisseurs me dit, qu'est-ce qu'on a fait? Stupeur, là, parce que là, le monde entier se dit, on tombe dans la crise financière. Ouais. Les années 80, ça va être la stupeur. Les années 90 reviennent, une catastrophe. Et on a ouvert, et puis ça a bien marché. Mais moi, en me disant, ouais, je vais leur faire voir ce qu'on faisait à Londres, vous arrivez, c'est jeune. Ouais, super. Et j'ai pris une grosse claque, mais grave. Ça marchait pas. Ça prend pas. Tous les guides qui nous suivaient dans la campagne nous ont mis en place, mais tout de suite, en disant, c'est pas bon. Mais attendez, il faut qu'on comprenne un truc. Est-ce que c'est différent de ce qu'on faisait à la campagne, ou est-ce que c'est parce qu'on était à la campagne que les guides étaient plus indulgents? À mon avis, c'était différent. Je faisais quelque chose qui était pas moi. Quand on revient sur ce que je disais au départ, I was trying too hard. Et j'étais pas naturel. Ouais, vous êtes arrivé gonflé, on vous disait, allez, là, on va... Voilà, plein d'ego. On était un groupe de copains en Angleterre où on est à la campagne et tout le monde avait 1 ou 2 étoiles. On était ce groupe de potes. On critiquait toujours la ville. Moi, j'étais le premier à descendre sur Londres et je dis, je vais essayer. Et je suis arrivé, une grosse claque. En Angleterre, vous avez 3 gros guides. Vous avez le Michelin, bien sûr. Vous avez le Good Food Guide, qui était dans le temps très important pour les gens qui venaient de la campagne. Et le AA. On avait 4 rosettes sur 5 à la campagne, 8 sur 10 dans le Good Food Guide. Tout se passait bien. Et on ouvre et le AA me dit, non, Claude, t'es 3. Juste 3 rosettes. Je dis, putain. Je dis, vous rigolez quoi? Je fais la même chose. Il me dit, non, c'est pas la même chose. Non, c'était 3 rosettes. Okay. Le Good Food Guide, on avait 8, il me donne 5. Je dis, fuck. Entre-temps, je perds ma femme, qui dit, je veux pas être à Londres. Elle décide de rentrer, donc on est en instance de divorce. Elle prend ma fille avec, et elle part. Je me retrouve à Londres, tout seul. Ma femme part, ma fille part avec elle. Je me retrouve dans ce restaurant au milieu de mes fers, et le Michelin arrive. Et je me rappellerai toujours, pendant le service, je reçois un appel du Michelin. C'était Derek Boulmer. Il m'appelle, il me dit, Claude, je voulais t'appeler toi-même. Malheureusement, on n'a pas eu assez de temps pour la 2e étoile. On te donne une étoile Raising 2 Star. Mais à la fin, quand vous avez 2, une étoile Raising 2 Star, même en 3 mois, c'est pas 2. Hein. Je dis, Monsieur Boulmer, j'aurais préféré que vous ne me mettiez pas dans le livre. Il me dit, Claude, dis pas ça, ça fait 2 mois que tu es ouvert. Je crois que t'as fait un bon boulot en 2 mois. Je dis, OK. J'étais complètement broken. J'ai utilisé la force de ce divorce pour mettre cette énergie dans le bois. J'ai dit, OK, je vais leur faire voir ce que je peux faire. Et l'année d'après, on a récupéré la 2e étoile. De la difficulté, c'est ça? C'est parce que la force d'une épreuve, c'est pas toujours évident, quoi. Là, vous êtes dans une épreuve où vous dites, OK, puisque c'est comme ça. J'ai rien d'autre. J'avais rien d'autre. Et là, vous êtes en position un peu comme Lewis Hamilton en ce moment, oui. Vous avez le potentiel, à vous de le faire voir. Parce qu'à la fin, vous avez pris des risques, vous avez perdu des gens dans votre vie. C'est à vous de vous battre et de faire voir aux gens que vous n'avez pas fait une erreur. Dur, là. Ouais. Mais c'est dur, mais en fait, c'est une motivation énorme. Ah ouais. Bon, après, c'était 12 mois en cuisine, c'était pas gentil, c'était pas beau. Je veux dire, c'était dur. Très, très dur. Je venais de bonne heure le matin, je partais tard le soir. Vous savez, 6h à 18h ou à dormir sur votre banquette en salle. Voilà, je l'ai fait. Mais je l'ai fait parce que j'avais rien d'autre à côté, parce que ma femme était partie. Et je voulais faire voir aux gens que j'avais pas fait une erreur. Vous savez, quand vous êtes un grand poisson dans un petit vase et dans un petit récipient, là, j'étais un petit poisson dans une grande mer. Et c'était pas facile. Donc, je me suis battu et j'ai récupéré la 2e étoile l'année d'après. Vous avez la 2e étoile, vous recommencez à prendre un peu de liberté, la pression est partie. Et quand Derek Boulmer m'appelle, il me dit, Claude, now you part of a big boy. Et ils m'ont dit que j'étais le seul à avoir fait de la campagne à Londres à récupérer cette 2e étoile. Personne ne l'avait fait encore dans le temps. Je sais pas s'ils l'ont fait maintenant, mais dans le temps, j'étais le premier. Et ouais, voilà, vous avez votre stamp est là. Les autres guides étaient importants, mais pour moi, c'est le Michelin. Bien sûr, ouais. Et moi, le Michelin m'a supporté et m'ont mis la 2e étoile. Et après, ça a changé, voilà. Et puis, au bout d'un moment, moi, j'essaie d'être le plus réalistique possible. Et un jour, en 2016, j'arrive devant mon restaurant, à Hibiscus. Je le regarde et je me dis, mon loyer va augmenter dans quelques années, dans 1 an ou 2. Je crois que j'étais dû sur Orient Review. J'ai dit, où c'est que je vais être dans 2 ans ou 5 ans? Et j'ai dit, je serai mort. Je serai plus là. Je pourrais plus le garder vivant. Donc, je rentre, ma femme, Lucie, avec qui on a marié. J'ai dit, Lucie, je vais vendre le restaurant. Elle me dit, ça va pas, quoi. J'avais racheté mes partenaires déjà. Donc, j'étais tout seul. J'ai dit, on va vendre le restaurant. Elle me dit, mais on a un bon boulot. Le restaurant marche bien. On vient d'avoir un gamin. Non, je dis, il faut vendre.
je veux un nouveau challenge. J'avais rien. Et puis, j'ai un gars que je connais d'une compagnie de restaurants qui me dit, Claude, j'ai un client qui est intéressé par ton site. Et je lui donne un prix. Je lui dis, s'il me donne ça, je lui donne les clés avec la mise en place dans le frigo, je m'en vais tout de suite. Il me dit, OK. Il me dit, il est intéressé. J'appelle le Michelin. Je dis, voilà, juste pour vous dire, je vends le restaurant. Je serai pas là l'année prochaine. Merci de nous tenir au courant. Voilà, bonne chance. On viendra vous voir quand le restaurant se vend. Entre-temps, ma femme reçoit un email d'une compagnie de PR Company. Elle me dit, voilà, on recherche un consultant pour Bibendum, le Michelin Building. Je dis, OK, ça peut nous faire un peu de rentrée d'argent. On va aller voir. J'y vais, mais c'était un cauchemar. C'était une maison, un immeuble magnifique, mais à l'intérieur, c'était un désastre. Et je dis, non, ça m'intéresse pas. Qu'est-ce qui était craigné? L'endroit il tombait en morceaux, vous voyez. C'était, le personnel, on avait rien à foutre. C'était vraiment, c'était Sir Terence Conran qui avait cet immeuble. Mais c'était des managers qui s'en foutaient. Il n'était pas là, Monsieur Conran, donc il s'en foutait. Et au bout d'un moment, j'ai dit, bon, non, ça m'intéresse pas. Et sur tous les cuisiniers qu'ils ont eus, j'étais le seul à avoir dit non. Je reçois un email de Sir Terence et qui me dit... Ah oui, carrément. Ah ouais. Il me dit, est-ce que c'est possible qu'on se rencontre? Il faut le replacer, hein, cet homme. Sir Terence Conran, ouais. Légende. Quand même. L'inventeur d'Habitat. Ouais. Et puis, après, j'ai appris à le connaître vraiment bien. C'était la personne qui a amené la première machine à café en Angleterre. Une personne énorme, que j'ai beaucoup apprécié. J'étais beaucoup triste quand il est parti. Et donc, lui, il se dit, il y en a un qui dit non. Ouais. Ouais. Je vais aller le voir. Voilà. Et il m'a demandé de venir chez lui. Donc, ma femme, on va voir Sir Terence Conran. Moi, je ne connaissais pas très peu. Ouais. Donc, j'ai dit oui, on va aller voir. On va chez lui. On va dans son appartement à Battersea, dans Londres. Il me dit voilà, il y avait lui et l'autre propriétaire de l'immeuble. Il me dit Claude, tu peux nous dire pourquoi tu as dit non? Je dis même sœur, c'est un cauchemar votre endroit. Je dis moi, faire de la consultance pendant 6 mois, vous allez me payer tous les mois, mais dans 6 mois, ça sera toujours la même chose. Et je me rappellerai toujours, Lucie était là, et je lui dis, et j'en avais pas parlé avec Lucie. Et je lui dis, si vous voulez, j'ai eu une offre sur Hibiscus, que j'ai acceptée. Elle était au courant qu'on vendait. Hein. J'ai eu une offre sur Hibiscus, si vous voulez, je rachète le restaurant. Il m'a dit, Claude, le restaurant, je peux pas te le vendre, parce que c'est quelque chose de très personnel à moi et à Michael, qui était, mais par contre, si tu veux acheter des parts, sans problème. Et ça s'est fait comme ça. Et on a discuté, après, du moment où j'ai dit oui, tout le moment, et je me rappellerai toujours, le jour où il m'a serré la main, il s'est levé avec sa canne. Il a traversé son séjour. Il y avait cette grosse boîte de cigares à la fin. Il a ouvert, il est cherché 2 cigares. Il s'est rassis à table à 10h. On a allumé un cigare. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Quand j'ai repris Bibendum, le journaliste m'a dit « you're going to show off ?» C'est non. Non, je vais cuisiner ce que je veux faire. Je suis libre. J'avais trouvé un endroit qui me plaisait. Parce que Hibiscus était super, mais Hibiscus était un restaurant sans fenêtre. Donc, vous savez, quand vous êtes jeune et vous voulez toujours plus, vous changez. Votre cuisine change, vous changez le décor. J'étais pas heureux dans mon endroit. Et quand je suis rentré dans le Michelin Building, dans Bibendum, je suis tombé amoureux tout de suite. C'est un bâtiment qui est particulier, c'est un endroit qui est particulier. Est-ce que pour les gens qui nous écoutent et qui ne le connaîtraient pas, vous pouvez le décrire tel qu'il est en tout cas aujourd'hui, par exemple? C'est un immeuble de 1910 qui est très art déco avec des vitraux magnifiques. C'est théâtral, c'est très impressionnant. Des vitraux magnifiques. Ouais. C'est un endroit vraiment magique, il y a une lumière qui est énorme, même vous avez le soleil qui traverse les vitraux à midi, votre table a changé de couleur par rapport aux vitraux. C'est vraiment un endroit vraiment exceptionnel. Et quel est le lien entre cet endroit et le Michelin? C'était les anciens bureaux de Michelin. Ouais. Donc c'est très marqué. Tout à fait. Et qui n'avaient jamais vu une étoile. Ils n'avaient jamais eu une étoile dans cet immeuble. Et Simon Hopkinson, qui avait ce restaurant dans les années 80, avait fait un travail énorme, qui avait amené la réputation du Bibendum. C'était vraiment, donc ils changeaient les pneus au rez-de-chaussée et les bureaux étaient en premier. Ouais, c'était les bureaux de Michelin. Et quand j'ai repris, on a repris en 2016 et en 2017, mai 2017, et on a pris la 2e étoile en janvier 2018. Claude Bossy, le fast runner, là. Il prend et un an après. Voilà. Mais pareil, parce que c'était une cuisine de liberté.
Mais racontez-moi juste avant qu'on aille dans cette cuisine-là, comment on fait pour reprendre un endroit quand au premier abord on s'est dit je n'en veux pas? Qu'est-ce que vous avez changé quand c'est devenu en partie le vôtre? Par quoi vous avez commencé la métamorphose de ce lieu dont vous ne vouliez pas à l'origine? Donc j'ai fait partir pas mal de personnel qui étaient là depuis 20 ans, qui voulaient plus rester, qui étaient là juste parce qu'ils étaient confortables. On a refait l'endroit. On a remis un endroit, on a refait les cuisines. La salle, vous pouvez pas la toucher, elle était magnifique. Donc on a refait un peu à droite et à gauche. Et puis après, voilà, après c'était l'endroit où vous n'avez pas besoin de toucher beaucoup. C'était vraiment de mettre cet esprit aux gens qui travaillaient dans l'immeuble. Parce que c'est 2 restaurants. Il y avait le restaurant crustacés au rez-de-chaussée et le restaurant gastronomique au premier étage. C'est faire comprendre que c'est un endroit magnifique, les gens veulent venir. Et vous n'êtes pas sérieux, ça sert à rien de rester. Et puis après, voilà, vous êtes là, vous bossez, les gens bossent avec vous. À mon avis, c'est ce qui leur manquait, c'était un leadership. Il manquait quelqu'un qui voulait quelque chose pour cet endroit. Et on s'est construit une équipe, et puis on a bossé dur. Et vous n'avez pas refait la même erreur d'arriver en voulant montrer les bras? Non, au contraire, complètement à l'opposite. Parce que vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin, ça fait quand même 10 ans que j'étais à Londres. Je n'avais pas besoin de montrer quoi que ce soit. Je savais pour moi ce que je pouvais faire et ce que je voulais faire. Donc à la fin, on s'est basé sur c'était un immeuble français, donc on s'est rebasé sur une cuisine française, un peu avec des twists, mais une cuisine française. Et on se fait plaisir. Voilà. Ça vous dérange pas de mettre les heures, ça vous dérange pas de venir le matin à 5 heures faire votre feuilletage. J'avais mis une rôtisserie. On arrivait sur ce niveau de rôtisserie. Je voulais cuire des pièces sur la rôtisserie, on cuisait des volailles, c'est vraiment sympa. Mais vous voyez, je m'aperçois qu'avec le temps, vous voulez toujours la qualité, ça change rien, mais vous voulez vous ramener sur les bases. Un jour ou l'autre, je ferai ce que ma mère avait. C'est ce que j'allais dire. En fait, il y a quand même une boucle qui s'opère et finalement, on en revient toujours. On épure un petit peu, on enlève tout ce qu'on a voulu rajouter pour montrer, et au final, on va vers une sorte d'épure. Et plus que ça, on revient à l'origine, à la racine. Tout à fait. Comment vous suit dans cette ligne? Comment c'est pris et comment le public, là-bas, en Angleterre, à Londres, vous suit justement dans cette ligne qui est la vôtre puisqu'elle s'inscrit depuis des années dans cette adresse désormais? Vous savez quoi? Je m'en suis aperçu avec les bistrots qu'on vient d'ouvrir. Où les gens, en fait, savaient pas que vous pouviez faire une cuisine simple. Une cuisine de bistrot. Et avec ma femme, on a ouvert ces petits bistrots, ce bouchon et cette brasserie qui est énorme. À Londres. À Londres. Je le précise parce qu'un bouchon. Oui, un bouchon lyonnais dans le centre de Chelsea. Et alors quoi, c'est à Val-de-Canu et tout? Tout à fait. Carrément. Les quenelles de brochet, on fait notre saucisson brioché, on a nos andouillettes de chez Bobos à Lyon. Trop bien. Ah ouais, vraiment partir sur une cuisine de chez moi. Et par rapport à ça, vous voyez que les gens ils vous font confiance. C'est pas que du restaurant étoilé, c'est du bistrot. C'est un bib gourmand qui est super, j'étais très content. C'est tout basé sur des super sauces. Une cuisine que ma mère faisait, vous voyez. Et après, je pense que vous pouvez faire cette cuisine gastronomique de haut niveau. Je ne vais pas utiliser le mot fine dining parce que je trouve que c'est ridicule, mais une cuisine gastronomique de haut niveau, ça peut être une cuisine gastronomique de bistrot, hein, ça change rien, c'est des beaux produits cuisinés comme il faut. Mais je pense que je vais revenir à ça un jour. Je pense qu'un jour, je vais revenir à une simplicité. Simplicité, toujours de haut niveau, 2 étoiles si c'est possible, plus si c'est possible, whatever, ou même 1 étoile, mais au moins être content chez moi. Être content de ce que je fais. Avec un menu 3 plats, une entrée, un plat, un dessert, ou une entrée, un plat, un poisson, voilà. Très, très simple, qui va changer par rapport au marché, tous les mois ou toutes les 3 semaines. Ça dépend quand vous avez les asperges, vous avez au meilleur du temps. C'est pas facile quand vous avez une carte quand même. J'aime pas le menu dégustation. Je suis pas un fan de menu fixe dégustation. Pourquoi? Parce que ça prive les gens d'une liberté ou? Ça vous enlève votre créativité. Parce que vous pouvez pas changer tout le temps. Il y a un moment où il vous faut quelqu'un dans un endroit, il va travailler sur les plats, mais c'est pas vous. Je veux retourner sur cette liberté de cuisine. C'est ce qu'on est à la fin. On est des cuisiniers, on n'est pas des. Je suis un cuisinier. Voilà. Vous voulez faire? Voilà. Je veux mettre ce carré de veau sur la rôtisserie et le servir je veux être possible de servir ce gros poisson, faire voir au table, c'est ce que vous allez manger ce soir. Et ce que j'ai appris avec M. Passard, ce que j'ai appris avec ma mère.
C'est ce que j'allais dire, parce que mine de rien, dans tout ce qu'on se dit là, on est en train de renouer avec cette carte qui était proposée dans le premier resto de vos parents, quoi. Tout à fait. C'est ça que vous cherchez à rendre depuis le début, Ouais. à rendre hommage à vos parents. Ouais. C'est pas rien. Non, c'est super. Puis si vous avez la possibilité de le faire, c'est énorme. Et vos enfants, là-dedans, vous leur racontez des choses de votre cuisine, comment ils l'aperçoivent, est-ce que ça les influence, est-ce que ça leur parle? Parce que vous, on sent que vos parents, c'est la clé de voûte de votre histoire, que finalement, il y a aussi une envie de leur rendre ce qu'ils vous ont donné, ce qu'ils vous ont appris, ce qu'ils vous ont permis de faire. J'ai 3 enfants. J'ai une fille de 5 ans, un garçon de 11 ans et une fille de 19. Ma fille a décidé de prendre une année. Je suis très émotionnel là pour des enfants, mais ma fille a décidé de prendre une année de sabbatique entre l'école et l'université. Et elle voulait essayer le métier. Donc je lui dis, pèse. Elle me dit, Dad, à no tu rêves. Je veux pas que tu m'aides. Je veux le faire tout seul. Attendez. C'est comme si on vous mettiez un coup de pied entre les jambes. Hein. Ça fait mal. Hein. Quand vous essayez de construire quelque chose de manière à pouvoir protéger vos enfants, Oui. Et qu'ils vous disent... Et oui, mais c'est dur dans le métier, c'est la fille d'eux, donc on peut la comprendre aussi. C'est pas Elle facile. peut exister par elle-même. C'est pas facile. Hein. Et attends, père, comment ça? Ouais. J'ai dit, ok. Go for it. Et je suis allé la voir, elle est en Irlande en ce moment. Et elle s'est trouvée un boulot dans un petit restaurant, super. Il fait une cuisine super naturelle, très très bonne. Et elle retourne à l'université au mois de septembre, parce qu'elle a décidé que le métier, c'était pas pour elle. Mais c'est pas plus mal, en fait, si elle a le temps. Et elle a trouvé son boulot, elle a trouvé son appartement, elle vit avec un copain. Et je dis pas, you have make me so proud. Ouais. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dedans? Parce qu'à la fin, vous essayez de protéger vos enfants, vous essayez de leur donner ce qu'il faut. Mais quand vous avez votre enfant qui le fait tout seul et qui travaille avec votre mentalité, vous savez que vous avez réussi. Trop beau. Vous avez réussi. Merci, chef. T'as rien? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en débutant l'interview, je vous racontais ce que j'avais dit au chef. Je l'avais prévenu, à chaque fois que je suis venu dans cette salle, il s'est passé quelque chose. Et même si vous n'aviez pas l'image, sûrement l'avez-vous entendu à plusieurs reprises dans cet entretien, et de part et d'autre des micros, je vous l'avoue, on a retenu comme on a pu quelques larmes. Et il y a de quoi avoir le cœur gonflé quand on découvre ce genre d'histoire. Les difficultés, la solitude parfois, les moments de doute, et plus encore que l'histoire, il y a de quoi avoir le cœur gonflé quand on comprend de quoi le chef nourrit son geste. Pourquoi il fait tout ça. Cette série, je l'ai créée précisément avec cette idée, comprendre ce qui fait la fibre d'un cuisinier, découvrir la racine qui nourrit l'intention, d'où vient l'envie, l'idée, la force d'avancer, et même la créativité. Car je suis convaincu qu'on dresse comme on est. Et Claude Bosi parle du cœur par la main. Et finalement, depuis toujours, dans sa cuisine, il parle des siens. Il parle de ses parents. Il parle à lui, enfant. Il parle aujourd'hui à ceux qui grandissent avec son nom. Merci, chef, d'avoir éclairé ainsi cette carrière, ce chemin, d'avoir dit justement ce qui porte votre main. La prochaine fois qu'on se voit, promis, ce sera sur Fulham Road, 81, au cœur de Londres, à la table de Bibendum. Merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter cette histoire que j'ai eu à la découvrir. Je vous connais, je suis sûr qu'elle vous a touché. Allez, venez, on réserve un wagon et d'un coup d'Eurostar, on va tous dîner à Londres. Mettez une note. En tout cas, si vous ne l'avez pas encore fait sur ce podcast, on a besoin sur chaque plateforme de ce coup de pouce pour faire connaître notre travail et le développer. Merci de votre soutien, ravi de faire ainsi perdurer cette grande aventure qui nous donne à tous la chance de faire de si belles rencontres. Vive la cuisine, vive la gastronomie, vive les chefs qui la rendent vibrante, vivante et passionnante. À très vite les amis. Salut!